Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué du maire de Lyon en charge de l'alimentation locale et de la sécurité alimentaire. Vous étiez à Glasgow cette semaine. Que va faire un élu municipal à la COP26 ? Vous allez convaincre vos partenaires de tous supprimer le cordon bleu des cantines ? Si seulement. Non, alors en fait j'étais à Glasgow effectivement la semaine dernière avec une délégation Ville de Lyon et Métropole de Lyon. Le but, c'était à la fois d'être grand témoin en tant qu'élu d'une collectivité de ce qui s'y passe là-bas, et également parce qu'on avait signé Ville de Lyon la déclaration de Glasgow, qui entraîne la ville en fait, dans une dynamique avec d'autres villes à l'international sur une démarche d'alimentation locale et durable pour la restauration collective, entre autres, et pour son système alimentaire. Et quel bilan vous faites de cette semaine ? Je vais commencer par vous dire ce que je n'ai pas vu. C'est-à-dire que je n'ai pas vu de dirigeants ou de dirigeantes à la hauteur de l'enjeu. En fait, vous avez même vu les images d'Alok Sharma, qui était le président de la COP26, à la fin, au moment de frapper l'accord, qui fond en larmes, en fait, et qui s'excuse, qui est désolé de l'accord, qui n'est pas à la hauteur des ambitions. Les scientifiques, après ça, ont évalué à 2,7 degrés l'augmentation de température qu'il allait avoir si on maintenait cet accord-là. Pour bien se rendre compte, 2,7 degrés, c'est des pays entiers qui disparaissent, des pays insulaires, c'est l'écosystème océanique qui s'effondre, et c'est des rendements agricoles qui tombent en flèche et qui mettent en péril finalement toute l'humanité. Alors, au retour de Glasgow, vous aviez un conseil municipal auquel vous avez obtenu une enveloppe d'1,2 million d'euros pour faire voter une délibération Lyon ville comestible. Oui. Qu'est-ce que c'est que donc ça ? Eh bien, en fait, c'est dans cette démarche-là, et puis finalement, c'est aussi pour ça que je me déplaçais à Glasgow, de voir comment on refaisait du lien entre nos villes et nos campagnes. À Glasgow, on a pu échanger avec des homologues, par exemple, de Sao Paulo, où chez eux, par exemple, un tiers du territoire municipal est agricole. Alors que chez nous, à Lyon, par exemple, il reste plus que 6 hectares de terres agricoles. Donc c'est un vrai sujet de refaire rentrer la campagne dans les esprits et de refaire du lien ville-campagne. Parce que fondamentalement, nos systèmes alimentaires, et on l'a vu pendant la crise Covid, sont très fragilisés par les crises et puis par ce qui peut arriver au niveau du changement climatique. Donc on a besoin de refaire du lien ville-campagne, et ce plan-là d'1 million, c'est tout à fait ça. C'est replanter tout ce que l'on pourra replanter en ville, en agriculture urbaine. Donc ça s'accompagne par exemple du plan verger, un verger par arrondissement chaque année. L'année dernière, là, on a planté à peu près 1000 arbres avec 100 espèces différentes. Donc ça fait partie du plan verger, ça fait partie de... Partout où on coupe des platanes, on va planter désormais des pêchers, des cerisiers. Pas forcément où on les coupe, parce qu'on ne les coupe pas pour des raisons de replanter des vergers. L'idée, c'est plutôt d'augmenter la palette et d'augmenter la présence végétale dans la ville. L'aspect du comestible a un intérêt, on va dire, triple, pour la biodiversité déjà, puisque forcément ça fait revenir des espèces, pour le rafraîchissement urbain, puisque c'est du végétal, mais également un aspect de lien, surtout des gens avec la nature, puisque quand on plante un verger, on refait du lien par exemple avec la saisonnalité, quand les arbres sont en fleurs, quand les arbres sont en fruits, mais on fait aussi des liens entre les gens. Quand vous plantez un verger dans un quartier, en fait, vous faites vraiment un projet de quartier avec les habitants et les habitantes autour, l'école, la résidence senior, qui va s'interroger, qui va finalement s'y intéresser, prendre soin du verger et finalement faire du lien avec la nature et entre eux. C'est ça l'avantage. Et comment seront gérées les productions de légumes et de fruits qui viendront de ces vergers ? Alors ça, c'est une très bonne question. L'idée que l'on a, c'est de faire participer au maximum les habitants et les habitantes, puisque c'est vraiment ça le but. C'est... En fait, quand on va replanter on va dire, du comestible en ville, c'est pas forcément pour nourrir les 520 000 ventres lyonnais, parce que l'autonomie alimentaire sur la ville est simplement impossible. C'est vraiment pour refaire du lien. Et donc le but, c'est que les habitants et les habitantes s'y intéressent et s'en emparent en fait finalement. Il y a dans des pays du Nord, par exemple, chaque année une fête des récoltes en ville où les gens ramassent les fruits et puis le surplus est accroché aux barrières pour les gens qui après passent et récupèrent les sacs, etc. Et donc ça fait une ambiance en plus de ça qui est très festive.
Si vous remettre de la nature en ville, ça veut dire aussi qu'il faut l'entretenir. Est-ce que vous avez prévu le personnel municipal pour ça? C'est quand même ce qui bloquait, hein. Gérard Collomb aussi, il disait préfère finalement des zones minéralisées parce que c'est moins d'entretien. C'est moins d'entretien, mais c'est aussi moins de vie. Et nous, notre volonté, c'est aussi de remettre de la nature en ville et puis de refaire vivre cette ville. Si on minéralise au rythme où ça avait été minéralisé, en fait, en 2050, avec les pics de température, c'est simplement invivable. La ville ne sera pas du tout adaptée aux conditions climatiques. Donc, il y a aussi un aspect de rafraîchissement important. Ça fait partie de la résilience du territoire. Aujourd'hui, les agents municipaux, effectivement, c'est un nouveau métier qu'ils apprennent. Pour le dire, nos fruitiers sont ciblés par le CRBA, le Centre de recherche de botanique appliquée, où on essaye justement, en plus de ça, d'avoir des espèces qui correspondent au territoire. Et elles sont préparées après à Sibins, dans l'Ain, qui est un site horticole de la ville de Lyon, où on a des agents municipaux qui plantent d'ailleurs, au-delà de ça, toutes les espèces qui sont après plantées à Lyon, et où on va accueillir les vergers, où on accueillit déjà les vergers, avant qu'ils soient plantés dans la ville. Donc effectivement, c'est un nouveau métier. On apprend à entretenir des fruitiers ou faire du maraîchage. Mais pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental dans une idée de résilience du territoire demain. On a besoin d'apprendre ces métiers-là pour demain être prêt au choc que l'on va vivre. Un dernier mot sur les cantines. On sait que la ville a lancé un appel d'offres pour la gestion de ces cantines municipales. On en a beaucoup parlé, même le New York Times en a parlé sur le fait que vous ayez à un moment donné supprimé la viande de manière temporaire. Elle est revenue en début d'année, mais seulement une fois par semaine. Et à partir de la Toussaint, là, elle est rentrée, elle a fait son retour. En fait, l'alternative viande a fait son retour à la cantine à la rentrée de la Toussaint. Là. Alors on sait que vous avez fait un appel d'offres de plus de 70 pages. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vont manger nos enfants avec ce nouvel appel d'offres? Alors, c'est en septembre 2022, vous avez raison, que le cahier des charges sera efficient en fait, dans les cantines. Le prestataire sera connu à la fin de l'année, si ce n'est début 2022, parce qu'il y aura 6 mois après d'adaptation à ce nouveau cahier des charges qui est très ambitieux, je le rappelle, avec des objectifs de 100% bio à la fin des 4 ans, 50% local, avec une ambition également... Vous étiez revenu sur les 100% bio et vous annonciez seulement 75% d'ici la fin du mandat. 75%, c'est le palier, avec un objectif de 100%. Parce qu'on sait bien que cette dernière tranche-là, c'est celle qui est la plus compliquée effectivement à aller chercher. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est aussi le territoire et les agriculteurs avec qui on a construit le cahier des charges qui nous alertent en nous disant écrivez-le comme ça parce que comme ça vous donnez une marge et vous vous permettez aussi d'aller chercher les 100%. Et puis il faut aussi rappeler que tous les produits ne peuvent pas être bio. Par exemple les produits de la mer n'est pas bio. Parce que c'est un milieu naturel qui est malheureusement pollué notamment par l'homme. Donc la mer n'est pas bio, donc des produits de la mer par exemple ne peuvent pas être catégorisés bio. Donc c'est pour ça que sur le 100%, en fait, il y a des produits qui malheureusement on ne pourra pas aller chercher en bio. Mais c'est quand même un objectif sur les filières et les produits qu'on pourra aller chercher en bio. C'est vraiment l'objectif d'aller chercher les 100% bio. Et donc ce cahier des charges il est très ambitieux. On aura le nom du prestataire d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Ça s'accompagne avec un investissement massif de 4 millions d'euros sur la cantine scolaire pour pouvoir cuire des produits plus bruts, comme les légumineux, diversifier les légumes, par exemple faire des soupes. Donc on a vraiment une palette nouvelle qui va s'offrir aux enfants et une offre végétarienne tous les jours à la cantine. J'ai vu que vous vous réjouissiez que les enfants allaient enfin pouvoir manger de la soupe à la cantine. Moi, je vous assure que faire manger de la soupe à mes enfants, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Les cordons bleus, par contre, pas de problème, ça, ils en mangent. Donc, est-ce que c'est pas bien beau de faire des appels d'offres, mais à la fin, il faudrait peut-être regarder ce que mangent les enfants à la cantine? Vous avez raison sur une chose, c'est que quand on change un cahier des charges, quand on change finalement le contenu d'une assiette, on a fait 50% du chemin. Et il nous reste les 50 autres pourcentages, on va dire, qui sont l'accompagnement des enfants, l'accompagnement pédagogique, en fait l'éducation à l'alimentation, parce qu'effectivement, ça s'apprend aussi de bien manger. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on est rentré on a gagné un appel d'offres européen qui s'appelle School Food for Change, qui va nous permettre de nous comparer et d'avancer avec d'autres villes européennes là-dessus sur ce schéma-là, en formant nos cuisiniers en cuisine centrale, parce que c'est aussi les 50% manquants d'éducation à l'alimentation qu'il ne faut pas rater. C'est un enfant, quand il va vous dire j'ai mal mangé ou je n'ai pas aimé ce que j'ai mangé,
quand vous posez la question « qu'est-ce que tu as mangé ?», souvent, il ne va pas forcément répondre ce qu'il y a dans l'assiette, mais il va dire « c'était le bruit, c'était l'ambiance, c'était comment on m'a servi, etc. » Donc en fait, il y a toute une éducation autour de l'assiette qui est primordiale et fondamentale et que l'on va faire. On va former les cuisiniers en cuisine centrale, nos agents, d'un point de vue pédagogique également, avec le plan d'éducation territoriale construit par Stéphanie Léger, où l'alimentation est au cœur de ça. Retrouver des potagers dans la cour des écoles qui seront débitumisées. C'est tout ça, en fait, finalement. C'est un ensemble, il faut le voir vraiment comme un aspect pédagogique global où le cœur de l'assiette, ce que l'on change au niveau du cahier des charges, ce n'est que 50% du problème. Est-ce que vous ne tirez pas une balle dans le pied en gardant des cuisines centrales, alors que ce qu'on a constaté, c'est que quand il y avait des chefs dans les écoles qui pouvaient s'adapter aux besoins des enfants, voire leur montrer comment on faisait à manger, voire faire avec eux, c'était beaucoup plus efficace pour qu'ils finissent leur assiette? J'ai envie de dire que la balle dans le pied, elle a été tirée au mandat précédent, finalement. C'est la direction qui a été prise. Nous, on hérite d'un modèle. On va faire avec les contraintes que l'on a. Et vous ne pouvez pas le changer? Revenir avec des cuisines dans chaque école, aujourd'hui, c'est bel et bien impossible, même sur un mandat, ça serait complètement impossible. Par contre, la réflexion sera portée dans le mandat de réinterroger effectivement l'outil de cuisine centrale et de voir ce que l'on peut faire déjà avec cet outil-là, et puis voir ce que l'on pourra faire pendant ou après, effectivement. Gauthier Chapuis, je vous remercie, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.